Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice et redresser les torts. Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans ma chambre, c'est Jack Pisken qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve autour d'un film culte et cette fois-ci on sort son plus beau manteau de cuir pour The Crow. Brandon Lee, C'est une sale journée pour les salauds. The Crow. The Crow, aussi appelé Le Corbeau au Québec, est un film fantastique réalisé par Alex Proyas, sorti en France en 1994. Adaptation du comics du même nom, le long métrage est entré dans la légende pour deux raisons, de par son impact dans le monde du cinéma et par la mort de son acteur principal dans un rôle qui devait le révéler au grand public. Un événement tragique qui propulsa Brandon Lee, le fils du légendaire Bruce Lee, au rang d'icône. Et même s'il est terrible de dire cela, on ne peut pas nier que cet accident fut un énorme coup de pouce promotionnel. Mais c'est également via son histoire touchante et son esthétisme proche de la bande dessinée américaine que le film fait encore parler de lui aujourd'hui. Plus qu'une affaire de vengeance, c'est avant tout une fable d'amour dépeinte sur un fond noir, dans une ville rongée par le crime, où la pluie tombe sans cesse et la nuit y est éternelle. Tout commence à la veille d'Halloween, où la ville s'embrase, tandis que les criminels s'en donnent à cœur joie dans les rues, lors d'un événement appelé la Nuit du Diable. On découvre rapidement que l'on est devant une scène de crime d'une rare violence, avec une femme battue, violée et entre la vie et la mort, et son fiancé décédé, défenestré depuis leur appartement situé au tout dernier étage de l'immeuble. Le couple devait se marier le lendemain soir, mais 4 membres d'un gang local se sont introduits chez eux et ont semé le chaos. Juste avant de partir pour l'hôpital, la femme demande au policier de transmettre un dernier message à son compagnon. Il doit s'occuper de Sarah, une petite fille amie du couple, mais c'est sans savoir que celui-ci est déjà parti vers l'autre monde. Un an plus tard, Sarah et le policier, nommé Albrecht, continuent de se voir et ce dernier est devenu un ami et l'a en quelque sorte pris sous son aile. Le soir venu, un corbeau se pose sur la pierre tombale d'Eric Draven, l'homme qui a péri un an plus tôt, et par une raison mystérieuse, il ressuscite, complètement déboussolé et perdu au cœur du cimetière. Le corbeau va le guider jusqu'à son ancien appartement, aujourd'hui délabré. Des souvenirs vont alors refaire surface. Il revit cette soirée maudite où il perdit la vie ainsi que sa dulcinée. Et dans un accès de rage, il va se suspendre à cette même fenêtre d'où il fut jeté et s'aperçoit que les blessures de ses mains se referment aussitôt. Eric est encore confus, mais une chose est sûre. Pour trouver le repos, il devra venger sa fiancée et tuer les salauds qui lui ont tout pris. The Crow est un film fantastique dans tous les sens du terme, visuellement puissant avec une ambiance gothique teintée de romantisme, qui contraste fortement avec la noirceur et la laideur des criminels au rire gras et aux jeux sadiques. C'est aussi dans sa thématique que le film brille. Draven n'est pas revenu d'entre les morts uniquement pour se venger, mais également pour aider les gens en détresse. Et c'est à travers les yeux de Sarah que ça se ressent le plus. En punissant les raclures qui lui ont volé sa vie, Eric rend aussi la ville plus sûre, purgée de ses gangsters. Et ainsi, il laisse à la petite fille un endroit plus sain dans lequel grandir, même une fois retournée dans sa tombe. C'est une histoire poignante, bien plus subtile qu'il n'y paraît, et qui aurait pu tomber dans le cliché facile de la vengeance sanglante. Et pourtant, le film réussit parfaitement à nous faire ressentir de la tristesse, de la colère et enfin du soulagement. Un peu comme si on vivait durant 102 minutes toutes les étapes du deuil. Et c'est justement suite à la perte d'un être aimé que James O'Barr a créé le comics de The Crow. Juste avant de rentrer dans la marine, sa fiancée est percutée par un conducteur ivre, et ce choc traumatisant va être extériorisé par l'auteur à travers ses dessins aux puissants contrastes noir et blanc. Bien sûr, le film diffère quelque peu de la bande dessinée, hollywoodisant la narration dans un format plus condensé. Mais si vous avez aimé le long métrage, je vous recommande de plonger dans la lecture du comics, si vous avez le cœur assez solide. Tout le monde connaît déjà la triste histoire de la mort de Brandon Lee, tué accidentellement durant le tournage à cause d'un revolver qui était censé être chargé à blanc. Suite à des conditions de travail difficiles et de restrictions budgétaires, l'équipe en charge des accessoires et des armes a dû créer elle-même des balles à blanc pour les scènes en gros plan. Un revolver avait déjà été chargé par une véritable cartouche auparavant, mais une des balles, alors sans son étui, était restée coincée dans le barillet.
Le jour de la réalisation de la scène, le spécialiste des armes à feu fut renvoyé chez lui plus tôt que prévu, et ce fut un assistant novice qui s'occupa des accessoires, ignorant la règle absolue de vérification formelle des armes avant leur utilisation. Le drame qui s'ensuit paraît alors évident. Michael Massey, l'acteur jouant Funboy, tire sur Brandon Lee à moins de 4 mètres, et la détonation de la balle à blanc artisanale est assez puissante pour expulser violemment le projectile précédemment bloqué, blessant mortellement la star à l'abdomen. Malgré l'intervention des médecins, il décédera de ses blessures quelques heures plus tard. Il sera inhumé par la suite aux côtés de son père, lui aussi mort au sommet de sa gloire dans des circonstances particulières. La mort précipitée de Brandon Lee est une véritable tragédie, que ce soit pour ses proches comme pour le monde du cinéma. Mais on ne peut rester indifférent face à l'ironie du sort qui rend son décès presque méta en rapport au film. Et c'est en grande partie à cause de ce drame que The Crow est rentré au panthéon des œuvres cultes, en plus de ses qualités artistiques et narratives. Et à titre personnel, je ne peux m'empêcher de regretter son départ trop soudain. Il n'avait que 28 ans lors de l'incident et il était promis à une belle carrière, succédant à son père légendaire en y apportant sa propre touche. Mais hélas, le destin en a décidé autrement. Pour l'anecdote, il fut remplacé après son décès par son ami et cascadeur Chad Stahelski, après avoir été convaincu par la mère et la fiancée de Lee à reprendre son rôle le temps de quelques scènes. Plus tard, c'est ce même Chad qui réalisera la série de films d'action John Wick, dont le 4e opus prendra comme référence Bruce Lee dans de nombreuses scènes, notamment lors de l'utilisation de nunchaku. D'ailleurs, toujours dans John Wick 4, on retrouve l'acteur Donnie Yen, qui a joué à plusieurs reprises le rôle d'Ip Man, surtout connu pour être le maître de Bruce Lee. C'est aussi via sa bande-son que The Crow résonne dans les mémoires, et ce, dans un premier temps, grâce à l'envoûtante musique composée par Graham Revell. On y retrouve un motif récurrent teinté de mélancolie, mélangeant la beauté de l'amour éternel à la tristesse de la perte d'un être cher, le tout exprimé par des violons lancinants et une douce voix féminine. Dans un second temps, c'est son album rempli de chansons au style rock alternatif qui a conquis les fans du genre et a sûrement permis à toute une génération de découvrir un nouveau courant musical, avec des groupes mythiques comme The Cure et son morceau Burn, ou encore Nine Inch Nails qui reprend la chanson Dead Souls de Joy Division. On a donc une bande-son qui oscille entre des sonorités noires du punk rock gothique et des compositions plus légères qui soulignent la douleur et la peine des personnages. Une fusion qui fonctionne merveilleusement bien et qui rend cette bande originale totalement indispensable. Et comble du bonheur, on peut retrouver tout cela sur à peu près tous les supports existants, en passant de la cassette au CD, sans oublier les inévitables vinyles, et pour ma part, je ne peux que vous conseiller d'essayer de trouver le sublime double vinyle pressé par le label Varese Saraband en 2021, et qui contient pas moins de 29 pistes, dans une édition augmentée avec un habillage magnifique, rendant parfaitement hommage au film culte et à sa bande-son magistrale. Pour rester dans le domaine audio, il est temps de parler du doublage français, qui s'avère être de plutôt bonne qualité, surtout pour les voix principales. Dans le rôle d'Eric Draven, on retrouve Renaud Marx qui offre à Brandon Lee une voix suave et chaude. Ils sont tous morts. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne savent pas encore. Med Hondo double Ernie Hudson, alias Albrecht, le bon flic au grand cœur. Tu ne serais pas une sorte de fantôme? Bouh. Michel Vignier campe le grand méchant Top Dollar, avec un timbre rocailleux. Le désordre, le chaos, l'anarchie. Oui, ça c'est marrant. Et enfin, Ludivine Sagné joue tout en douceur la jeune Sarah. Je les aime cuits des deux côtés. Maman. Petite mention spéciale à Éric Legrand derrière Torres, chef corrompu de Albrecht et qui remplit parfaitement le quota d'inspecteur de police gueulard typique des années 90. Profite bien du premier jour de ta période de suspension. Je suis suspendu? Ce qu'on appréciera aussi, ce sont les visuels époustouflants et l'ambiance que dégagent les décors du film. Quasiment toutes les scènes se déroulent de nuit, sous une pluie battante, ce qui donne souvent de très jolis plans au ralenti. La ville en elle-même est presque un personnage à part entière, mélange de grandes agglomérations américaines dépravées, entrecoupées de bâtiments à l'architecture gothique. Elle paraît sale, appauvrie, lugubre, et pourtant, elle recèle en elle quelques lueurs d'espoir quand on sait où chercher. Pareil pour les couleurs, ou plutôt l'absence de couleurs, puisque The Crow est un film sombre, tant dans son propos que dans son image. Et c'est justement le fait que nos yeux s'habituent à l'obscurité qui rend les quelques flashs blancs et autres feux de joie bien plus impactants. À savoir que Brandon Lee et Alex Proyas, le réalisateur, voulaient à la base tourner le film intégralement en noir et blanc, mais les studios n'étaient hélas pas d'accord.
On parle généralement de The Crow comme d'un film unique, mais au fil du temps, l'idée de départ s'est transformée en véritable franchise, engendrant pas moins de 4 suites, toutes plus médiocres les unes que les autres. Ça commence en 1996 avec The Crow, la Cité des Anges, qui se veut être une suite directe du premier opus, puisqu'on y retrouve une Sarah devenue adulte. Il y a eu aussi une série télé de 22 épisodes, appelée The Crow Stairway to Heaven, diffusée de 1998 à 1999, qui reprend la trame initiale avec Mark Dacascos dans le rôle principal. S'ensuit un troisième film, The Crow Salvation, tellement mal reçu par la critique qu'il sort directement en vidéo en 2000. Enfin, le quatrième long métrage du lot, The Crow Wicked Prayer, sort lui en 2005 avec un casting surprenant, puisque c'est Edward Furlong qui tient le rôle central, et que l'on connaît surtout pour être John Connor dans Terminator 2. Des suites pas terribles qui n'existent que pour capitaliser sur le succès du seul et unique épisode valable, et c'est vraiment dommage, puisqu'aucune d'entre elles ne propose une réelle avancée autour de la mythologie du personnage, et elles ne se contentent de réutiliser encore et toujours les mêmes ficelles avec infiniment moins de finesse. Pendant longtemps, il y a eu moult rumeurs concernant un éventuel remake, le projet passant de réalisateur en réalisateur, et plusieurs grands noms ont été évoqués pour jouer le nouvel Eric Draven. Le concept le plus abouti restera le choix avorté de Bradley Cooper, dont des dessins conceptuels existent. Ou encore plus récemment, Jason Momoa, avant que tout ne soit arrêté pour des raisons de désaccord créatifs et autres problèmes pécuniers. Finalement, un remake existera bel et bien, et ce sera le Suédois Bill Skarsgård qui tiendra le rôle tant convoité, avec aucune date de sortie annoncée pour le moment. À voir si la malédiction du corbeau perdurera. Sinon, dans un registre différent, il existe également une dizaine de romans et collections de nouvelles plus ou moins proches des films, et seulement 4 d'entre eux ont été traduits en français à ce jour. Niveau merchandising, beaucoup de choses à se mettre dans le bec, avec notamment de nombreuses figurines et statuettes, des vêtements en tout genre, des posters et même des cartes à collectionner. Mais le plus étrange, c'est qu'il n'existe qu'un seul jeu vidéo sur l'univers de The Crow, et qu'il n'est même pas basé sur le premier film, mais sur le second. Le jeu est sorti sur PlayStation, PC et Sega Saturn en 1997, soit un an après le long métrage, et est un croisement entre un beat'em all raté et un Resident Evil aux angles de caméra mal placés. Tout comme le film dont il est tiré, je vous déconseille de vous en approcher de trop près. Autant le laisser pourrir dans sa tombe et faire comme s'il n'avait jamais existé. The Crow restera à jamais une œuvre marquante, dans son fond comme dans sa forme, et sera remémoré comme un film sombre, poignant et d'une violence rare, en totale opposition à la beauté et la chaleur de l'amour véritable. La prestation impeccable et la mort prématurée de Brandon Lee ont rendu le personnage d'Eric Draven culte, à tel point qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui une autre personne pour remplir ce rôle. Si vous ne savez pas quoi regarder le soir d'Halloween, je ne peux que vous recommander de replonger dans les rues sales et glaciales de Détroit avec The Crow. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour encore plus de rétro. Ciao!